Bien le bonjour les amis, on est parti pour l'épisode 15 d'Endorphine. Mon défi d'aller jusqu'à 20 épisodes, parce que j'ai entendu que si on faisait 20 épisodes, eh bien on était déjà bien plus loin que ceux qui lancent des podcasts en général, qui ont arrêté avant. Eh bien on est en route, on est parti. Je pense qu'il n'y a aucune chance que ça s'arrête avant le 20e épisode. Maintenant on est très bien parti, j'ai plein d'idées, j'ai des gens avec qui aller discuter. Aujourd'hui, on est tous les deux, toi, moi qui l'écoute, en courant, et on va parler progression. Mais on va pas parler progression de manière classique, on va repositionner un petit peu ce qui a vraiment de l'impact sur la progression, et surtout ce qui n'en a pas. On donne beaucoup d'importance à certaines choses qui, au final, nous brouillent plutôt l'esprit, parfois j'ai l'impression. On a accès en 2024 à énormément d'informations, de données. Et plus on en a, plus on va se poser des questions et plus on va avoir tendance à être perdu. Donc je voudrais essayer de réfléchir un petit peu là-dessus. Nous ne sommes pas tous des data scientists. Donc est-ce que vraiment regarder les données, essayer de les analyser nous-mêmes, ça vaut quelque chose ? Ou est-ce qu'il faudrait peut-être parfois arrêter de les regarder et se concentrer sur l'essentiel. Voilà, c'est le thème principal de la discussion qu'on va avoir aujourd'hui. Et je dis bien discussion. Pour ceux qui s'attendent à vraiment avoir des conseils concrets aujourd'hui, c'est pas l'épisode. On en a eu dans les deux derniers, là où on était focus marathon. Cette fois, je repars un petit peu en mode discussion, réflexion, philosophie autour de la course à pied. Et pour ceux qui veulent des conseils, ça sera pour un prochain épisode. En attendant, petite présentation, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Nico alias Running Addict, coureur depuis près de 20 ans maintenant, 8 fois marathonien, chrono en 2h33 qu'on va essayer d'aller améliorer à 2h30 cette année. Mais surtout, c'est pas le chrono qui est important, c'est que je fais les mêmes erreurs que vous. Ou en tout cas, je les ai toutes faites dans le passé, vu que je cours depuis 20 ans. Donc vous pouvez avoir l'impression que je maîtrise beaucoup de choses. C'est juste que je suis passé par toutes les étapes avant, j'ai fait toutes les erreurs. Et je peux en parler en connaissance de cause aujourd'hui. Ici, c'est Endorphine, le podcast qui a été conçu pour être écouté. Pendant vos footings, je vous partage ma passion pour la course à pied, mon expérience de coureur et celle des personnes qui m'inspirent au passage. Le but, c'est de se motiver à courir et à progresser tous ensemble. Let's go pour le sommaire du jour. Donc, orienté progression, quelques petits sujets. Le premier, ça sera le choix des priorités et évidemment un exemple concret avec mon cheminement. Je dis évidemment puisque vu que je suis tout seul, le meilleur exemple, celui que je connais par cœur, c'est le mien. Et je vais vous expliquer, encore une fois, comment j'essaye de choisir mes priorités. Je dis bien j'essaye parce que ce n'est pas simple, ça n'est simple pour personne. On fait tous de notre mieux et c'est ça le principal. On va aussi parler d'un sujet qui n'est pas du tout lié à la course à pied d'habitude, qui s'appelle les intérêts composés. C'est plutôt un sujet de finance, d'épargne, mais l'entraînement fonctionne au final de la même manière. Donc on va creuser un petit peu là-dessus et comprendre pourquoi la réussite, la progression, c'est une somme de petits détails qui, mis bout à bout les uns des autres, amènent de la progression et amènent des belles courses. On va aussi parler d'un sujet justement que j'ai un petit peu abordé dans l'introduction, le fait que trop d'informations ne vous rend pas meilleur et au contraire. On va parler des montres et de tous les indicateurs qu'elles peuvent donner. Et ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que ça peut servir. Mais il y a 10, plutôt 20 ans, 30 ans, il y avait juste un chrono et on courait avec ça. Ça nous faisait faire plein d'erreurs, notamment sur la maîtrise de l'endurance fondamentale. On est bien mieux avec une montre pour pouvoir s'assurer qu'on est dans la bonne zone. Mais pour autant, sur pas mal d'aspects, ça marchait tout aussi bien à l'époque où il n'y avait pas tous ces indicateurs. Donc, on va revenir un peu là-dessus aujourd'hui. Petite parenthèse sur la théorie des 10 000 heures. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. C'est une théorie autour de comment on doit faire pour maîtriser, devenir expert d'un sujet. Ça prendrait 10 000 heures. Donc, on va aller regarder ça. Et on va parler de détails, de choses qu'on pourrait changer dans son entraînement et surtout qu'il ne faut pas changer trop de choses à la fois.
et qu'il ne faut pas changer pour changer. Parce que la bonne recette, elle n'est pas dans le changement, elle est très simple. Au final, on va y revenir assez rapidement. Et je vous parlerai un petit peu de trail à la fin, puisque je vous l'avais promis dans les épisodes récents et finalement, je ne l'ai pas fait. Donc là, on va parler un peu à la fin, là pour ceux que ça intéresse de rester, de ma maxi race qui va se passer dans 1 mois et demi maintenant. De dire ça, ça met un petit peu la pression parce que je ne suis évidemment pas encore prêt. C'est normal. C'est comme s'il y a 1 mois et demi du marathon, on vous demande si vous vous sentez prêt à le courir. Non, pas encore. Il y a encore de l'entraînement, c'est fait pour ça. Et je vais vous en parler un petit peu aujourd'hui. Maintenant, je vous parlais d'un épisode un peu plus orienté philosophie, réflexion sur l'entraînement. Et ce que je veux retenir, en fait, c'est que on voit plein de choses dans tous les sens. Moi-même, je vous partage tout un tas de choses au quotidien. Et en réalité, s'améliorer dans son entraînement, c'est minimiser le bruit. Quand on dit le bruit sur une image, c'est les grains, la baisse de qualité d'une image. Donc le bruit, c'est tout ce qui peut vous perturber de la simplicité de l'entraînement. Parce qu'en réalité, progresser, c'est relativement simple si on applique les concepts de base. Concept que je vous rappelle, un entraînement individualisé à son profil, parce qu'on est tous différents et on a besoin de l'entraînement qui correspond à notre profil, à là où on en est dans notre progression de coureur, à l'énergie qu'on peut donner et à nos objectifs. Donc il faut essayer d'avoir quelque chose qui soit équilibré de ce côté-là. Pour avoir ça, tout simplement, vous vous abonnez sur Campus avec le petit code Running Addict. Vous aurez le premier mois gratuit et vous aurez un entraînement qui s'individualisera pour vous. Vous n'aurez rien à réfléchir de ce côté-là. Après, par contre, les 2 points suivants, ils sont dans votre besace, entre guillemets, ils sont sous votre responsabilité, puisque le 2e point, c'est la régularité. Répondre présent chaque semaine, pendant des mois et même des années. Si vraiment on veut voir où est son potentiel, qu'on veut essayer de le maximiser, être là toutes les semaines, tous les mois de l'année, c'est bien, mais il faudra aussi le faire pendant des années pour pouvoir l'atteindre. Donc, dans tous les cas, la régularité, c'est le critère le plus important de la progression. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et le dernier, il va un petit peu introduire la suite de ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est de bien choisir ses objectifs et ses priorités pour ne pas se frustrer, parce que si on choisit mal ses objectifs et ses priorités dans la vie, on les rate et du coup, on est frustré de ne pas avoir réussi. C'est quand même beaucoup plus agréable quand on réussit ses objectifs et parfois réduire un petit peu l'objectif permet de l'atteindre et d'être beaucoup plus satisfait que de vouloir absolument réussir le truc parfait et de se planter, de se prendre un méga mur en route et c'est compliqué. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que celui-là, il est entre nos mains, mais il n'est pas simple, parce que ça veut dire qu'il faut être clairvoyant sur le futur, sur le temps et l'énergie qu'on va pouvoir allouer à son entraînement et de définir des objectifs en fonction. Ça, les objectifs, si c'est en course, on vous les définit aussi sur Campus pour essayer de vous éviter un petit peu de vous tordre le cerveau là-dessus et de vous tromper. Ça, c'est souvent ce qu'on nous demande. Pourquoi vous me permettez pas de dire que je veux faire 3h30 à mon prochain marathon? Vous me dites 3h35, je suis un peu frustré. Oui, mais si nous, on estime que c'est 3h35, c'est pour une bonne raison. C'est que le 3h30 va sûrement tirer un peu trop sur la corde et à la fin, il va amener des déceptions. Donc, on essaye de calculer au mieux ce qui va être faisable. Et ça ne veut pas dire qu'en cours de route, si tout se passe bien, que les entraînements sont validés avec une relative facilité, on ne va pas changer l'objectif. Justement, c'est un des avantages, c'est qu'on va pouvoir faire évoluer l'objectif en fonction de comment ça se passe. Donc peut-être que le petit 3h35 qui était l'objectif initial, il va devenir 3h30 au fur et à mesure de la prépa. Donc voilà comment je vous conseille de fonctionner. Un objectif initial qui paraît réaliste, et si jamais ça se passe super bien, on va changer l'objectif en cours de route. Et si ça se passe mal, il ne faut pas hésiter à changer l'objectif dans l'autre sens aussi, parce que sinon, on perd, on se frustre. Donc voilà. On va aller un petit peu plus dans le détail de ce dernier point qui est primordial pour moi en particulier.
mais je pense pour tout le monde aujourd'hui, quand on est coureur amateur, la course à pied n'est qu'un loisir, n'est qu'une activité annexe, et il faut être conscient de ça, et c'est très difficile. Petit rappel, du coup, le stress, c'est du stress. Voilà, on reprend cette célèbre phrase qui va devenir culte, je pense, mais le corps se fout totalement d'où vient le stress, qu'il soit un stress de travail, de famille, de soirée, qui est quelque chose d'hyper positif, où vous avez pris du plaisir avec vos amis, c'est du stress. Donc, si vous cumulez les stress à la fin de la journée, vous n'avez qu'une capacité limitée, et c'est à vous de décider à quoi vous l'utilisez. Il y a des choses où on ne décide pas que c'est une obligation, mais pour d'autres, vous avez le choix et c'est à vous de choisir vos priorités et surtout d'être en accord avec ces priorités. Je dis surtout parce que si je prends mon exemple, je suis toujours en cours je suis toujours en train d'essayer de trouver l'équilibre sur tout ça au fur et à mesure des années. Ça va de mieux en mieux parce que oui, si je vous parle de ce début d'année, vous m'avez déjà entendu dire début d'année compliqué. Bref, un petit peu ce que vous m'entendez dire depuis, je dirais, 2 bonnes années maintenant. Mais pour autant, je suis de plus en plus serein sur l'équilibre que je suis en train d'y trouver. Je me trompe tout le temps, vous allez comprendre pourquoi. Je vis de manière intense et j'aime être proche de la limite, de jouer avec et de trouver le meilleur équilibre. Donc, forcément, quand on cherche les limites, on se brûle 2-3 fois et puis après, on sait la frontière à ne pas passer. Allez, j'ai pris un petit café comme d'habitude pour ce podcast, pour rester bien éveillé avec vous et pour vous parler du pourquoi. Si je creuse un petit peu pour moi, donc je vous l'ai dit, c'est très philosophique aujourd'hui, mais je suis sûr que vous allez pouvoir relier des situations à vous et y réfléchir en écoutant tout ça. Donc, quand je vous parle de moi, le but, c'est pas de vous parler de moi, c'est d'essayer de vous faire réfléchir et de vous amener à comprendre ce qui peut être intéressant dans votre situation, parce que je pense que ça peut vous être utile. Donc, pour moi, pourquoi ça fait 2 ans que je suis constamment sur le fil du rasoir, on va dire ? Parce que développer une entreprise, c'est dur. Et si on veut maximiser son potentiel sportif en même temps, en réalité, c'est mission quasi impossible. Mais c'est quasi impossible. Non, je répète, c'est mission impossible parce que là, je ne vais pas maximiser mon potentiel sportif puisque à de nombreuses reprises dans l'année, je dois réduire mon entraînement, l'adapter pour ma priorité numéro 1 qui est claire et définie maintenant, ça fait quelques temps, mais c'est Campus. Le développement de cette entreprise, c'est la priorité sans équivoque pour moi, parce que ce projet, c'est un rêve qui se réalise. Au final, jamais j'aurais pensé, en créant Running Addict il y a 10 ans, pouvoir créer ce genre de projet, amener des milliers de coureurs à prendre du plaisir dans la course, amener des nouveaux coureurs à courir sûrement. Bref, on n'est pas là pour reparler de tout ça, mais j'adore. Et ça, c'est un objectif de vie, une priorité absolue pour moi. Et le deuxième point, c'est de développer les gens qui y travaillent. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en cours de route, mais ce qui me passionne vraiment le plus aujourd'hui, je crois, c'est comment amener un maximum de personnes qui sont passionnées par le projet Campus et par la course à pied en général à s'éclater au quotidien tout en étant productif. Donc c'est de mettre les bonnes personnes ensemble pour qu'elles puissent se compléter les unes les autres et être de plus en plus efficaces là-dedans et se faire plaisir. Être dans ce qu'on appelle sa zone de génie au quotidien, les trucs où on est vraiment bon et où on adore faire ça. Et plus on va passer de temps à faire ça dans son quotidien, plus on va être épanoui. Bref, là aussi, je ne suis pas là pour vous parler de tout ça, mais je pense que c'est important de comprendre pourquoi. Il n'y a pas de doute, c'est ma priorité. Donc oui, je me suis donné encore une fois à 1000% au marathon de Paris. J'ai essayé d'être un peu partout, d'être disponible à la fois pour vous qui êtes venus sur le salon, mais aussi pour mon équipe et pour
nos pacers, nos animateurs de groupes locaux, parce qu'on ne peut pas se voir régulièrement, hein, on est tous loin les uns des autres, et il faut profiter de ces moments-là quand on les a. Donc, et oui, aussi, évidemment, vous commencez à me connaître. Dès que j'ai l'opportunité de rajouter des choses, je me pose pas forcément la question des conséquences sur le moment. Et quand j'ai croisé Marine Leleu le vendredi qui me disait qu'elle avait un gros entraînement le samedi matin et que ça l'aiderait bien d'avoir quelqu'un avec elle, et ben évidemment que j'y suis allé. Avec grand plaisir et j'ai zéro regret aujourd'hui. Donc, entre ça, le salon et le dimanche où j'ai fait un peu plus de 30 bornes à suivre les coureurs pour filmer et vous faire des belles vidéos qui vont arriver, et oui, la semaine suivante, un petit peu cramé. Moins que les années précédentes, hein, on apprend, on s'améliore, mais un petit peu cramé quand même. Donc, quand je me suis retrouvé le jeudi avec mon 3 heures d'entraînement trail qui était prévu au programme, j'ai vite compris que ça serait compliqué. En réalité, avant même de partir, je sentais que j'avais pas l'énergie, que j'étais pas dedans et je le sentais mal. Mais à la première montée, j'avais l'impression que mon cerveau était 2 mètres en arrière de mes jambes et du coup, ça ne fonctionnait pas. Donc au bout de 20 minutes, j'ai juste tiré la plug, comme diraient les Québécois, et je suis rentré en marchant. Quelque chose qui est pas facile, hein, je pense que vous l'avez tous déjà fait, un entraînement où vous êtes juste cramé et vous dites ça va pas, je rentre et puis on verra plus tard. Du coup, j'ai pris 48 heures off, total, zéro sport. J'ai travaillé, mais il y avait le samedi dans ces 48 heures, donc ça m'a permis de vraiment recharger les batteries. Et il faut surtout pas hésiter. Quand on sent qu'on est comme ça, borderline d'être vraiment cramé, on arrête, on prend 48 heures et on repart. 48 heures, c'est rien dans un entraînement et ça peut tout changer. Parce que si vous ne les prenez pas, que vous insistez comme une tête de mule que j'ai pu être pendant des années, eh bien vous creusez votre trou et soit vous allez finir totalement dans le mur, comme en 2021 où j'ai explosé en vol, ou alors vous allez tout simplement réussir à le faire, tant bien que mal, mais ça ne sera pas forcément qualitatif. 48 heures après, vous serez dans le même état sur l'entraînement d'après, et ça sera ni plaisant, ni réellement productif. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas certains entraînements où il faut se donner. Mais quand on part sur un 3 heures de trail et qu'au bout de 15 minutes, on est déjà au bout de sa vie, là, il y a pas de, c'est sans équivoque, il vaut mieux mettre fin à cet entraînement et faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire attendre celui du dimanche. Il y avait un petit 2 heures le dimanche et là, il s'est très bien passé. J'étais à nouveau en pleine forme, physiquement, mentalement, j'ai pris du plaisir, j'ai senti que ça répondait bien dans les jambes et là, ça a été productif. Donc oui, j'ai fait sauter un gros 3 heures qui était important dans le plan, mais au global, sur l'entraînement récent, on n'est pas si mal et vaut mieux être pas si mal que de vouloir maximiser tout et de s'envoyer dans le mur dans tous les cas. Voilà, c'est toujours une question d'équilibre l'entraînement, donc il faut essayer de trouver ce qui marche. C'est pareil, je repense à la story que j'avais mis avant de partir où je disais est-ce que c'est de la flemme ou est-ce que c'est de la fatigue ? Et j'ai essayé de me convaincre que c'était de la flemme avant de partir parce qu'à minima, comme je le dis souvent, il faut y aller, il faut voir comment ça se passe. Et c'était pas de la flemme. Donc cette fois-là, si c'est de la flemme, on se met 2-3 claques et on y va. Si c'est de la vraie fatigue, là, il faut s'écouter parfois et adapter. Voilà, j'ai été un peu loin sur ce sujet. Le but, c'était de dire que dans les dernières semaines, ma prio, vu que campus est ma priorité, le marathon de Paris était une priorité et que aucun regret d'avoir donné 1000% de mon énergie et d'avoir été un peu cramé la semaine d'après. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Maintenant, si on regarde mes objectifs perso, il y a la Maxi Race qui est fin mai du coup, donc dans 1 mois et demi, où je vais essayer d'être prêt au maximum. Et avant ça, j'ai le petit semi-marathon de Zurich dans 1 semaine, là à la fin de la semaine, où on va y aller en mode on verra. Le but, c'est vraiment d'être en mode ça passe ou ça casse. Parce que je ne l'ai pas préparé spécifiquement, parce que je suis en prépa trail. Mais j'avais l'occasion d'y être. Les jambes sont pas si mal en ce moment.
Alors oui, en courant alternatif, il y a des moments ça va, il y a des moments ça va beaucoup moins, mais il y a quelques belles séances, notamment depuis le 10 km de Lille, qui montrent que ça vaut le coup d'aller se tester sur un semi. Et si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, ça sera pas un drame. Dans tous les cas, ça fait pas de mal de laisser envoyer un peu de vitesse, même sur une prépa trail. C'est bien de rester connecté à ce que c'est de courir vite un petit peu, même si c'est qu'un semi, c'est pas hyper rapide. Mais ouais, j'ai fait quand même quelques belles séances récemment, notamment le petit 4x2000 sous la Tour Eiffel, je pense qu'à 3,17, 3,18 de moyenne, donc ce qui serait à mon avis une allure 10 km si je recourais aujourd'hui. Ça pourrait sûrement tomber sous les 33 minutes, mais ce n'est pas l'objectif. Donc on va essayer d'aller titiller le record au semi, essayer de passer sous les 1h13 peut-être, et voilà. Ce qui est important, ce que je trouve important dans tout ce que je viens de vous raconter là, c'est que y a beaucoup de hauts et de bas, et que je l'accepte et que j'accepte aussi mes priorités, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Et je suis sûr que pour vous, il y en a beaucoup, c'est pas encore le cas. Vous voulez le beurre, l'argent du beurre, et je dirais pas le troisième, mais c'est pas si simple d'en arriver là, ça prend des années, et j'essaye de vous faire gagner un petit peu de temps par rapport à mon cheminement où ça a pris des années, et si je peux vous en faire gagner un peu, tant mieux. Ce que ça me fait penser aussi, c'est que quand on était au marathon, on a enregistré un podcast avec Marine Leleu sur Campus, et il n'est pas encore sorti, mais il devrait sortir courant avril, je pense. Et ce que j'en ai retenu, ce qui m'a vraiment touché à titre perso, c'est quand elle parlait que les gens qui ont des énormes hauts et qui vous semblent hyper positifs, comme elle, peut-être comme moi, dans une moindre mesure, et ces gens-là sont aussi ceux qui vont avoir les plus gros moments de doute, les plus gros bas derrière. Parce que dans la vie, tout s'équilibre. C'est toujours tout ce qui est fort a un côté faible de l'autre côté. Toutes nos qualités, les plus grosses qualités qu'on peut avoir, elles ont un gros défaut en corollaire. C'est comme ça. C'est pour ça que personne n'est parfait. Celui qui vous dit qu'il a juste des qualités, il vous ment. Et pour revenir là-dessus, je trouve que c'est important de le partager. C'est qu'il y a toujours des hauts et des bas. Et il faut essayer de relativiser quand on est dans les moments de bas, parce que c'est ça qui va nous permettre de remonter derrière, de trouver l'inspiration et de profiter des moments hauts aussi. Si on a que, de toute manière, si c'est plat, on prend de plaisir dans rien. Donc en fait, les moments down permettent d'apprécier plus les moments positifs. Et moi, la morale, c'est que je suis heureux de tout ça, même s'il y a des gros moments hauts et des gros moments bas. Vivre à fond, sans se poser de questions, et assumer qu'il va y avoir des moments difficiles, que ça fait partie de l'équation, qu'il faut les gérer. Et surtout, à titre perso, ne pas se battre contre soi-même dans ces moments-là, c'est vraiment important, je trouve, et c'est pas simple. Donc il faut se le dire. Moi, je le dis avant tout pour moi ici, mais je suis sûr que vous allez être certains à vous reconnaître, ou quand ça ne va pas, admettons que vous ayez fait le marathon de Paris il y a une semaine, ça s'est pas passé comme vous le voulez, vous êtes dans une période difficile, vous êtes en bas, vous êtes au fond du trou et vous savez pas trop comment repartir, prenez le temps déjà, parce que ça fait partie de l'équation, et vous allez rebondir, il n'y a aucun doute là-dessus, et vous allez voir que ce moment difficile va vous redonner une énergie qui sera hyper puissante à un moment ou à un autre pour repartir sur un nouvel objectif. J'en ai aucun doute. À chaque fois, ça s'est passé comme ça pour moi. La temporalité est différente d'une personne à l'autre. Moi, je suis quelqu'un où ça va très haut et très bas très rapidement. Ça peut être dans la même semaine, dans la même journée parfois. Pour certains, ça va s'étaler un peu plus, mais dans tous les cas, on a ces équilibres, on a ces courbes qui s'équilibrent à l'intérieur de nous. Voilà, ça fait 24 minutes, je crois qu'on est sur du perso. J'espère que je vous ai pas perdu avec tout ça. Dites-le moi. Je sais qu'il y a une section commentaires si vous êtes sur Spotify. Dites-moi si je vous saoule, tout simplement. Dites-le moi en message privé, sinon sur Insta, n'importe où, parce que ce podcast, il est fait pour vous. Donc, si c'est trop long sur les intros, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse de le savoir.
on va aller maintenant dans les sujets que je vous ai présentés dans le sommaire. Et surtout, le premier, trop d'informations tue l'information. En tout cas, trop d'informations ne vous rendra pas meilleur. C'est quelque chose que je tire du podcast Modern Wisdom, que j'écoute une fois de temps en temps, et qui... Voilà, il y avait une anecdote là-dedans. Ça disait que grosso modo, avec une montre, on sait l'heure, et avec deux montres, on ne sait plus du tout. Là, on parle de l'époque où les montres n'étaient pas synchronisées automatiquement comme ça peut l'être aujourd'hui, parce que là, si vous avez un iPhone et une montre connectée, eh bien, ils ont exactement la même heure à la seconde près, parce que tout est interconnecté maintenant. Mais à l'époque, si on avait deux montres différentes, vu qu'elles étaient réglées manuellement, on ne savait plus quelle était l'heure exacte si elles affichaient deux choses différentes. C'est un bon exemple, parce qu'aujourd'hui, on est bombardé d'informations dans tous les sens. Et au final, est-ce qu'on court plus vite pour autant ? Pas forcément. Non. La moyenne des temps des amateurs, au final, elle est même moins bonne qu'il y a 20 ans où il n'y avait aucune technologie. Donc, la relation facile, c'est de se dire que il y a 20 ans, la course à pied, c'était moins démocratisé. Il y avait moins de monde qui faisait de la compétition. Et ça, c'est vrai. Et tant mieux qu'aujourd'hui, on arrive à amener plus de monde à se faire plaisir sur des événements qui ne sont pas uniquement orientés compétition, performance. Moi, je suis convaincu qu'on peut aller se courir un 10 km juste pour le plaisir d'être sur la ligne de départ avec d'autres coureurs, un dossard, du monde qui nous encourage. Et je pense que le marathon de Paris, de ce que j'en ai vu en tout cas pour beaucoup, c'est aussi ça qu'on va chercher, cette fête de la course à pied où on n'est pas absolument là pour le chrono, on est là pour le dépassement que ça va amener, pour aller chercher ses limites, aller chercher à faire un effort qui va nous dépasser et en profiter avec plein de monde autour. Donc oui, l'aspect compétitif, mais je pense que si on revient à nos moutons, le fait est qu'on a accès à 1000 fois plus d'infos qu'avant, mais en réalité, ça ne fait qu'embrouiller notre cerveau. Et moi le premier. Même si j'aime les chiffres, je suis tout ça depuis que ça existe, depuis que les montres commencent à donner des infos. Je pense que ma première montre, c'était une Sportwatch de Nike en 2013. Et après, j'ai dû avoir une Garmin assez rapidement, mais avec toutes ces infos, et quand on les regarde au début, on a l'analyse de l'allure, de la fréquence cardiaque. Ok, ça vous paraît très basique aujourd'hui, mais quand on découvre ça pour la première fois en 2014, on se dit waouh, ça c'est des infos hyper intéressantes. Et en même temps, si on ne sait pas quoi en faire, si on n'a pas l'entraînement derrière qui nous dit ce qui est bien ou pas bien pour nous, ça nous fait une belle jambe de savoir qu'on court à 6 du kilomètre ou à 5,30. Donc ça, c'est des basiques, on sait les utiliser maintenant avec des outils comme Campus, donc on ne va pas revenir dessus, je pense quand même que c'est une avancée. Mais l'allure toute seule ou la fréquence cardiaque toute seule, si on ne sait pas l'utiliser, qu'on n'a pas les bons outils, même ça peut avoir ses limites. Ensuite, il y a des indicateurs comme la cadence de course, l'oscillation verticale, la répartition de la foulée à droite à gauche, le calcul du niveau de forme, la charge d'entraînement, l'efficacité de l'entraînement, du sommeil, de notre système nerveux via la variabilité cardiaque. Ça, c'est des indicateurs qui sont multiples, multifactoriels, et notre cerveau humain, il n'est pas capable de gérer ce flot d'informations et surtout d'en tirer quelque chose. On n'est pas des super calculateurs où en prenant toutes ces informations, en ayant toutes ces informations en tête, on va être capable d'en tirer une analyse qui va être pertinente. Même quand on est baigné dedans depuis des années, je continue à dire que c'est pas parce que je vois ces indicateurs depuis longtemps, que j'ai un diplôme d'ingénieur et que j'étais analyste de données avant de créer Running Addict et Campus, qu'aujourd'hui, je suis capable d'en tirer des infos hyper précises comme ça. Donc, je pense que pour la majorité, il faut se dire que ces infos, il ne faut pas essayer d'en tirer trop de choses, trop de conclusions, parce que ça peut plutôt nous perdre qu'autre chose. Et surtout, je pense qu'il ne faut pas essayer de changer des choses dans son entraînement parce que la montre, elle a dit ça. Ça, je le vois souvent, c'est « Ah, ma montre, elle a dit ça, donc
il faut que je fasse... Enfin là, ma montre, elle me dit que je suis cramé, il faut que je fasse attention. Bon, alors ça c'est un bon exemple, je vous en parlais juste avant. Ma montre ne me dit pas quand je suis cramé. Typiquement, le jeudi, le jour de ce 3 heures, si j'écoutais ma montre, j'étais prêt pour l'entraînement, il n'y avait aucun souci. Et des fois, quand je suis dans une période super intense d'entraînement, ça me dit que je suis dans le rouge tous les jours, tout simplement parce que l'algorithme de la Garmin a décidé que ça faisait beaucoup pour moi. Et c'est mon entraînement, c'est prévu, on l'a travaillé avec Tristan, normalement ça doit passer, et c'est une phase de l'entraînement où il faut se donner pour progresser. Donc attention à ce que vous faites, à comment vous analysez ce que vous dit votre montre, parce que ça peut clairement vous induire en erreur. Et surtout, on n'écrit pas à Nico en lui disant et du coup, est-ce que je dois changer ça parce que ma montre elle m'a dit ça. J'en reçois beaucoup des messages comme ça, et à chaque fois, je me dis non. J'ai envie de vous dire aller sur campus évidemment, mais même sans ça, essayez de vous calmer, de ne pas trop penser à tout ça, parce que c'est beaucoup de bruit autour de votre entraînement, et surtout quand il s'agit de changer des choses, le corps n'aime pas le changement. Donc si vous essayez de changer quelque chose, faites-le petit à petit, une chose après l'autre, et surtout laissez le temps à votre corps d'intégrer les changements. C'est la seule manière de le faire de manière efficace au final. Je vous parlais de régularité tout à l'heure. Le but, c'est de reproduire quelque chose qui fonctionne dans le temps. Donc si votre entraînement fonctionne, ne cherchez pas forcément à amener des nouveautés, de changer des choses, parce que ça peut être contre-productif, ou tout simplement, vous n'en avez pas besoin aujourd'hui, gardez-vous ces facteurs pour plus tard. Et surtout, je pense, la partie importante dans tout ça, je vous dirais, lâchez-vous la grappe. Trop d'indicateurs égale toujours des trucs à améliorer sans cesse. On n'est pas des machines, on est là pour se faire plaisir. C'est un loisir, la course à pied. Donc, n'oubliez pas que dans tous les cas, le simple fait de courir permet de s'améliorer, car le corps est une machine qui s'optimise elle-même. Donc, la meilleure manière de devenir bon, c'est de courir régulièrement pendant des années. Et si vous le faites avec la bonne méthode, ça sera encore plus efficace. Et pourquoi je dis ça ? Parce que je suis le premier concerné à tout ce que je dis ici. Même si je me suis cassé les dents en 2021 à vouloir tout donner sur l'entrepreneuriat et le sport en même temps, je pense que c'est toujours ce que je veux d'une certaine manière. Je vous l'expliquais tout à l'heure, mais j'aime pas les compromis, parce que les compromis, ça veut dire de choisir. Et choisir, c'est renoncer. J'aime pas ça, mais pour autant, il faut le faire. Et même dans son entraînement, choisir de renoncer à regarder certaines choses et se dire non, moi je me concentre sur ce que je maîtrise, c'est-à-dire j'ai mon plan campus, j'ai l'allure qu'il me donne, j'écoute mes sensations, et après je vais juste donner mon feedback sur la séance de à quel point je l'ai vécu de manière facile, difficile ou pas. Et ça nous suffit en fait à aller améliorer l'entraînement au fur et à mesure. Est-ce qu'on fait les séances ? Est-ce qu'on tient les chronos ? Est-ce qu'on est facile ? Est-ce qu'on est fatigué ou pas ? Ça, c'est la base. Tout le reste, c'est des choses qui vont en plus, qui peuvent servir à certains moments à améliorer des détails, mais qui, pour la majeure partie, ou la majorité du temps en tout cas, va être du bruit qui nous détourne de l'objectif initial de l'entraînement. Donc, soyez réguliers, faites vos entraînements, vous posez pas trop de questions, et vous verrez qu'en bout de ligne, ça marchera. Tout simplement. Pourquoi tout ça ? Parce que les intérêts composés de l'entraînement. On arrive à la deuxième grande partie du jour. Donc, les intérêts composés, au final, c'est, si je dois le résumer, le vulgariser dans quelque chose de plus intéressant que de la finance, ça veut dire que les petites choses que l'on fait chaque jour et qui paraissent insignifiantes, c'est ça qui va payer à long terme. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut répondre présent tous les jours à l'entraînement, parce que c'est une petite pierre qu'on va mettre à l'édifice chaque jour, ou 3 fois par semaine, si on s'entraîne 3 fois par semaine, mais vous avez compris l'idée. Ça va payer à long terme. C'est pareil quand si vous faites une séance de renfo, une séance de mobilité, si vous essayez de bien manger plutôt que de mal manger, de mettre le focus sur votre sommeil,
Tout ce que vous pouvez faire et qui va être positif pour votre corps va avoir un effet à long terme sur votre progression. Point. Même si c'est des petits détails. Tout simplement. Donc, si vous partez de ce constat-là et que je ramène ça un petit peu à mon expérience, pourquoi j'ai réussi à passer en 8 ans de 3h08 au marathon, où j'avais déjà un niveau très correct, ça faisait déjà peut-être 12 ans et quelques que je courais. Donc comment je suis passé de 3h08 à 2h33, donc gagner 35 minutes, et bah en soi, si je devais vous le résumer, je ne sais pas pourquoi. Et c'est normal, parce que c'est pareil, le cerveau il n'est pas capable de dire mais 35 minutes, attends, si je vais attendre, je vais me poser 35 minutes à la plage, c'est quoi ce temps? Comment c'est possible que j'ai réussi à courir aussi vite par rapport à ce que je faisais il y a 8 ans? Bah, tout simplement parce que dans ces 8 ans, j'ai mis en place une tonne de petites habitudes qui ne payent pas de mine, mais qui en bout de ligne vont composer. Compound, comme on dit en anglais, c'est-à-dire, si je résume, si vous améliorez un tout petit détail chaque jour, chaque semaine, chaque mois, eh ben, il va payer. Si je prends le volume d'entraînement, qui est évidemment un facteur que j'ai beaucoup évolué, parce que, et attention, c'est important ce que je vais dire, à une époque, je ne courais pas 100 km par semaine. Là, maintenant, 100 km par semaine, c'est devenu une routine pour mon corps. Pardon. Mais je me revois encore préparer le marathon de Paris 2017 et me dire, et même dire aux gens avec qui je courais, je pense à Denis, ah mais moi, 70-80 km par semaine, c'est mon pic, sinon je me blesse. Bon, bah ça, vraisemblablement, c'était une croyance limitante, puisque aujourd'hui, je suis capable de courir 100 km semaine sans me blesser et sans difficulté en plus. C'est ça qui est important. Mais si on regarde cette augmentation de volume, bah, elle ne s'est pas faite du jour au lendemain. Mon premier marathon, au final, j'étais sur, je pense, autour de 50 km semaine, donc il s'est mal passé, ce 3h08. Il s'est mal passé parce que j'avais un objectif qui n'était pas en lien avec ce que j'avais fait à l'entraînement. C'est important. Je pense que si j'étais parti sur 3h05, je l'aurais fait ce jour-là. Mais j'étais parti sur un sub 3 heures avec mon petit entraînement qui n'était pas optimal. Bah, du coup, ça a été un calvaire et ça a donné 3h08. Maintenant, 50 km par semaine sur mon premier marathon, 70 sur le deuxième pour Paris où ça s'était déjà beaucoup mieux passé et plutôt 120 km sur la prépa du marathon de Valence. Vous pouvez avoir l'impression que c'est énorme parce que ça a augmenté entre 2017 et 2024, donc en 7 ans de 50 km par semaine. Mais au final en 7 ans. Donc peut-être que c'est une augmentation de 1 petit % par mois, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais du coup, le fait de l'augmenter un tout petit peu au fur et à mesure, ça se fait sans blessure. Donc ma croyance initiale, elle est tombée. Et surtout, ça a eu un effet sur la performance. Du coup, on pourrait aussi dire que le volume a été le seul truc que j'ai amélioré. Évidemment, ce n'est qu'un exemple. C'est celui qui est le plus parlant. Mais en 2017, je faisais 0 renforcement musculaire. Et aujourd'hui, je suis à 2 à 3 séances par semaine. Donc, il y a plein d'autres choses que j'ai changées. Mais tout ça, c'est pareil. Si vous faites 0 renforcement aujourd'hui, ne vous dites pas qu'il faut que vous fassiez 2 séances par semaine pour que ça soit efficace. Non. Si vous démarrez avec une petite séance de 15 minutes seulement par semaine, où vous faites 2 à 3 exercices sur 2 séries, c'est un très bon début. C'est même ce qu'on vous recommande de faire si vous êtes sur campus. Sur la communauté, on a mis nos exercices de PPG en bêta en attendant que ça arrive sur la plateforme. Démarrez avec ça et faites votre petit 15 minutes par semaine. C'est beaucoup mieux que de ne rien faire. C'est à la fois très peu et beaucoup au final. Mais quand vous débutez, vous n'avez pas besoin de beaucoup. Donc allez-y très progressivement, rajoutez des petites choses par-ci par-là et vous verrez qu'au global, ça va continuer de progresser mois après mois, année après année. Tout simplement, c'est ça les intérêts composés, c'est que tous les petits trucs qu'on va rajouter au fur et à mesure, ils vont payer sur le long terme et ça va nous permettre de progresser pendant une longue période. En tout cas, moi, ça m'a permis de progresser jusque-là et
Je pense qu'il y a encore un petit peu de marge. On verra à la fin de l'année si ça tombe les 2h30 ou pas. Donc tout ça, pas tout ça, mais ça fait, c'est une des choses que j'ai lues dans le livre Atomic Habits. Je ne sais pas s'il y a une version française. Je n'ai pas regardé, c'est resté entre parenthèses dans mes notes. Donc allez voir si ça vous intéresse. Mais c'est un livre coup de cœur de mes derniers mois parce qu'il m'a vraiment beaucoup parlé et il m'a amené pas mal de réflexions. Donc je vous en reparlerai sûrement dans d'autres podcasts. Si on avance un peu dans la même logique, il y a quelque chose qui s'appelle la théorie des 10 000 heures. Eh bien, cette théorie, c'est que ça nous prend 10 000 heures à devenir un expert, à masteriser, à maîtriser une discipline. Et c'est une règle qui est contestable parce que ce n'est absolument rien de scientifique, c'est juste de l'empirisme de se dire ça. Mais 10 000 heures, tout simplement, ça veut dire que ça prend beaucoup de temps pour arriver à quelque chose. Je ne me suis pas noté dans mes notes ici ce que c'était que 10 000 heures, mais je sais que c'est énormément. Je ne sais même pas si j'ai déjà couru 10 000 heures depuis que j'ai commencé à courir. Voilà, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc, ça prend 10 000 heures d'atteindre un niveau exceptionnel dans quelque chose, dans tous les cas. Évidemment, ça prend le talent de base, mais ça prend surtout du focus. Donc, ok, le talent, la génétique, on ne le maîtrise pas de toute façon. Donc ça ne m'intéresse pas d'en reparler. Par contre, le focus, le fait d'être dans ce que l'on fait et de donner son maximum pour que ça se fasse, ça, c'est en notre pouvoir. Donc, il ne faut pas faire les choses au hasard. Il faut le faire avec une méthode. Et si on y passe 10 000 heures, on peut atteindre son plein potentiel. Ça nous vient, cette règle, elle nous vient d'histoires comme celle de Mozart là, qui faisait de la musique à partir de ses 3 ans et qui composait des symphonies à un âge qui nous semble ridicule, avant même ses 10 ans. Donc évidemment, quand il arrive à 20 ans, ça devient un virtuose parce que il a déjà passé ses 10 000 heures sur le sujet avant même d'être adulte. C'est pareil si on regarde par exemple en course à pied un Jakob Ingebrigtsen. Il a démarré super tôt et il a démarré avec l'expérience de l'entraînement de ses frères qui ont démarré super tôt aussi. C'est pas pour rien que le meilleur de la fratrie c'est le dernier parce qu'il a bénéficié de la compréhension de son entraîneur, son père, de ce qui a été fait avec ses frères et du coup lui il bénéficie de tout ça. Et quand il arrive à 20 ans, il est un peu plus aujourd'hui, mais il était déjà au top niveau mondial parce que depuis ses 3 ans, c'était son seul but dans la vie, entre guillemets. Est-ce que c'est une bonne chose de démarrer aussitôt et de transformer les gamins en champions ? Je ne sais pas, ce n'est pas mon sujet de réflexion aujourd'hui, mais en tout cas, ça marche aussi parce que les apprentissages moteurs dans cette période de la vie où on est des vraies éponges, forcément... Si vous voulez transformer votre enfant en champion, c'est le meilleur moment pour le faire parce que ils vont apprendre des choses beaucoup mieux. C'est pour ça que quand on voit des enfants sur des skis, on se dit que c'est assez fou. Bref, dans tous les cas, je pense que c'est intéressant juste de se dire ça pour nous, pour le fait que quand on parle de long terme, c'est du vrai long terme. J'ai toujours du mal à vous dire des mois et des années sans enlever le des mois. Mais en réalité, j'aimerais parler uniquement d'années quand je vous parle de progression à long terme. Parce que c'est la seule chose qui compte. Je vais vous partager quelque chose, encore une fois, mais moi j'ai démarré à 16 ans, j'en ai 36 maintenant, donc il y a 20 ans. Et pourquoi aujourd'hui je suis pas trop mal classé ? C'est aussi parce que la grande majorité de ceux avec qui je courais à 16 ans, ils courent plus aujourd'hui. Ils étaient meilleurs que moi à l'époque, mais s'ils avaient continué, ils seraient encore meilleurs aujourd'hui parce qu'ils avaient un temps d'avance. Il va sûrement commencer avant moi l'athlétisme aussi, avec un développement. Mais l'avantage quand on dure longtemps et qu'on continue, qu'on persévère, c'est qu'à la fin, la somme des progrès qu'on a pu faire, on s'approche de ces 10 000 heures et on devient... pas mauvais, on optimise en tout cas son potentiel et voilà, si vous y passez 3-4 heures par semaine pendant 20 ans, je peux vous assurer qu'à la fin ça va donner quelque chose de très correct. Bref, le but c'est de ne pas se créer de barrière mentale
ou en tout cas de ne pas imaginer de limites qui n'existent pas. Je l'avais déjà dit, moi je m'étais dit que le 35 minutes au 10 km, je le passerais jamais, que le sub 3 heures, si j'y arrivais, ça serait j'ai tout gagné et c'est terminé. Et en fait, plus on avance, plus on se rend compte qu'il y a des choses qu'on peut continuer d'améliorer. Mais attention de ne pas chercher à changer pour changer. Surtout de ne pas vouloir révolutionner votre entraînement. Je pense je l'ai déjà un petit peu évoqué plus tôt, mais le corps est une machine à habitude. Donc, faire les choses sur le long terme et ça va s'améliorer naturellement. Je sais, je rabâche beaucoup aujourd'hui, mais c'est la réalité. Il n'y a pas de séance magique, il n'y a pas de méthode magique pour booster votre forme. Tout ce qui compte, c'est d'être là tout le temps. La forme, au final, c'est la somme de toutes les séances et de tous les progrès qui, bout à bout, vous amènent à un pic de forme et vous amènent à faire une belle performance le jour de la course. Parce que vous avez tout fait pour. Et en fait, une fois qu'on a atteint son pic de forme, on se repose et on repart sur un nouveau cycle avec un niveau qui a augmenté. Et on fait ça de cycle d'entraînement, de course en course, d'année en année. Et c'est tout simplement ça la progression. Et si je prends un exemple un peu plus qui n'est pas moi pour une fois, je repense à celui de ma sœur qui a fait 4h02 au marathon de Paris la semaine dernière sur son premier marathon. Ça faisait des années qu'elle courait, mais de manière irrégulière, en faisant d'autres sports à côté, en alternant avec d'autres choses. Donc, de son côté, son niveau de course n'était pas satisfaisant. Elle trouvait toujours ça difficile. Et quand elle m'a dit « je veux faire un marathon », je lui ai dit non, ou alors si tu changes ça. Il y avait un pacte entre nous de « perso, je suis à fond pour t'accompagner, évidemment, mais seulement si tu signes pour que sur ces 6 prochains mois, la régularité soit parfaite. » Et quand je dis parfaite, c'est faire son max. On a tous une vie et du coup, si on peut pas, on peut pas. Si on est malade, on est malade. Mais faire son max, c'est essayer dès qu'on peut, de donner son maximum pour répondre présent. Résultat, elle a loupé très peu de séances. Donc, elle est arrivée en super forme de sa vie en termes de course à pied. Et 4h02, c'est 4 fois 10 km en 57 minutes environ, ce qui a longtemps été un niveau proche de son niveau au 10 km en tout cas. Donc, c'est fou, comme toujours, de se dire qu'on est capable de tenir quasiment son ancien niveau au 10 km sur un marathon. Mais trust the process, comme disent les Américains, crois en le process. Et ça, à la fin, il n'y a pas de secret. Même si sur marathon, ça ne marche pas à tous les coups, je le rappelle, le marathon est une course d'expérience. Le marathon est une épreuve où il y a plein de pièges. Et c'est très très fréquent de ne pas réussir son premier, ni son deuxième, ni son troisième. Bref, je le répète tout le temps, mais j'ai mis longtemps avant de vraiment avoir l'impression de maîtriser cette épreuve. Mais si on met toutes les chances de son côté, eh bien, on se donne les chances que ça marche le jour J, ou en tout cas de ne pas être totalement à la rue. Et c'est ça le principal. Et allez, si on parle de quelques petits changements qui peuvent être un peu contre-productifs, je pense notamment à une célèbre phrase « Comment dois-je faire pour ne plus attaquer talon ?» Ça, c'est quelque chose qu'on me demande encore très souvent et il faut retourner la question. Même, d'ailleurs, c'est pas forcément un problème d'attaquer talon. Déjà, ça dépend. C'est peut-être ce qui est le plus naturel et le plus efficace pour vous, parce qu'il y a différents types d'attaque talon. Mais dans tous les cas, attaquer talon, ça n'est pas... ça, c'est la conséquence, en fait. Vous attaquez talon, la question, c'est pourquoi. Déjà, moi, dans un premier temps, j'irai voir un kiné sans lui parler de ça, mais pour voir s'il y a des restrictions dans le corps qui empêchent potentiellement de faire autre chose. Je ferai une routine de mobilité de manière régulière pour se donner les moyens de bien courir. Combien de fois, quand je me promène ou quand je cours, je vois des coureurs qui sont totalement bloqués au niveau des hanches. Il n'y a aucun mouvement. Il y a un psoas qui doit être raide comme la justice et une chaîne postérieure qui semble totalement sous-utilisée. Je le vois tous les jours.
Et sûrement qu'un petit peu de mobilité aiderait à ça, des petits massages avec balles de massage sur certaines zones pour aller les détendre. Et spoiler, au final, c'est pas une critique, hein. Moi, je faisais partie de ces coureurs-là avant. Et j'avais du mal à finir une sortie longue sans être totalement cramé au niveau du psoas parce qu'il était hyper raide, pas suffisamment musclé aussi. Et si je vous donne une petite anecdote, j'ai participé à une étude scientifique il y a quelques années où on avait des électrodes sur différents muscles, dont les fessiers. Et dans cette étude, ils ont passé 15 minutes à penser que leurs électrodes ne fonctionnaient pas, qu'elles étaient mal connectées, parce qu'il y avait quasiment pas de données de réponse de mes muscles fessiers sur la partie course qu'on a mesurée. La réalité, c'est juste que je les utilisais pas. Ça a été un game changer pour moi de me rendre compte à quel point je n'utilisais pas mes muscles fessiers en courant. Ils sont hyper importants, ces muscles-là, dans la chaîne postérieure, et pourtant, j'étais totalement focus sur les quads en avant, et bref, c'est un détail, mais ça montrait à quel point ma manière de courir n'était pas équilibrée sur tous les muscles qu'on a et qui peuvent permettre d'avoir de la performance. Du coup, j'ai essayé de travailler en contrôle moteur là-dessus, d'essayer de comprendre comment on faisait travailler les fessiers, de les renforcer aussi, et de travailler dans un pattern de course qui permet de comprendre comment on peut mieux les utiliser en courant. C'est du détail, c'est une anecdote, mais juste pour vous dire que je suis passé par là aussi. Encore une fois, c'est pas parce que je vous dis des choses aujourd'hui que il y a 10 ans, j'étais pas exactement dans le même cas que vous. Donc voilà, je parlais de si vous parliez d'attaque talon. Ok, on était sur kiné, routine de mobilité, cadence aussi. Ça peut être un changement qui peut totalement changer votre manière de courir. Si aujourd'hui vous êtes sur du 160, 165 pas par minute, peut-être qu'en utilisant un métronome pour essayer de travailler un petit peu la cadence, ça peut améliorer ça. Le renforcement est évidemment quelque chose qui pourrait l'améliorer. Et courir, tout simplement. Courir améliore la foulée puisque le corps va essayer de s'optimiser lui-même. Je le rappelle, je pense que je l'ai dit plusieurs fois aujourd'hui, mais c'est important. Le corps, il cherche toujours à s'améliorer sans que vous ayez à y réfléchir. Donc oui, vous pouvez mettre en place des choses, mais grosso modo, ne cherchez pas forcément à changer. Si vous avez la bonne méthode et que vous courez la bonne quantité pour ne pas vous blesser, votre corps va chercher à s'améliorer dans tous les cas. Voilà, je vais juste finir sur l'entraînement trail parce que je sais que vous me posez pas mal de questions là-dessus. Donc là, on revient sur du pur qu'est-ce que je vais faire dans les prochaines semaines. Je vais faire la Maxi Race, donc le format 60 km. Première pour moi, plus longue course à vie, donc ça va être une découverte. Mais ça m'intrigue, ça m'intéresse. J'ai envie d'essayer de comprendre ce que sont les contraintes en fait de distance plus longue en trail parce que j'aime regarder ça. Évidemment pour des trailers 60 ça vous paraîtra peut-être pas hyper long pour certains qui font des 160 donc 100 km de plus que ça, mais comme surtout il faut y aller progressivement. J'aurais voulu passer de 42 l'année dernière à 80 ou à 100. Pour moi ça aurait été trop. Je pense qu'il faut y aller étape par étape et c'est bien d'y aller étape par étape. Et de toute manière, vu l'endroit où je m'entraîne, c'est pas mal aussi de ne pas se partir sur des méga trucs parce que j'ai pas un dénivelé de fou non plus pour pouvoir m'y entraîner. Même si ma petite sortie d'hier a été intéressante de ce côté-là. Sur 2 heures, j'ai réussi à faire 1000 mètres de dénivelé. Et en réalité, avec l'échauffement, la récup, j'aurais peut-être même pu faire un petit peu plus. Donc 500 mètres de dénivelé par heure en étant en ville au Havre, c'est pas si mal. Je me suis trouvé la côte parfaite pour ça. Je pars du bas des galets à la plage et je grimpe jusqu'au au point culminant, je pense, de la ville qui est à 98 mètres ou 99 mètres. Donc j'ai quasiment, en fonction de si c'est marée haute ou marée basse, j'ai entre 90 et 100 mètres de dénivelé qui peut se faire en une fois, en 5 minutes de montée. Donc on est plutôt pas mal. On verra ce que ça donne évidemment le jour de la course, mais c'est répétitif, mais je me suis quand même fait plaisir là-dedans hier. J'aime l'effort, j'aime ce travail musculaire en montée, ce travail de résistance musculaire aussi en descente.
c'est plus varié qu'une sortie longue de route de marathon. Et je pense que comme l'année dernière, ça va me faire du bien aussi de ce côté-là, d'avoir varié un petit peu. Et après, ça va redonner le focus qu'il faut pour la prépa marathon qui démarrera cet été. Mais voilà, pas grand-chose à dire de plus pour l'instant sur le trail. Je pense qu'on en fera un petit épisode dédié où je prendrai vos questions pour y répondre. Et en attendant, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Encore une fois, j'espère que cet épisode où il y a eu beaucoup plus de blabla que dans les derniers vous aura intéressé. Si vous êtes encore là, j'imagine que c'est le cas. Finissez bien votre footing du jour, faites-vous plaisir à l'entraînement, soyez réguliers et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!